Salut à tous! Un nouveau débriefing F1 et pas n'importe quel débriefing F1, tout simplement parce qu'on a eu la joie de suivre un tout nouveau Grand Prix. C'est vrai que depuis quelques années, on a l'habitude de voir arriver des nouveaux circuits. Cette fois-ci, ça se passait du côté de New Delhi, ça se passait en Inde et bien évidemment, première question au maître Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Mètre 82, s'il te plaît, 82. j'y tiens beaucoup. Je me disais bien aussi que je le diminuais quelque part. Qu'as-tu pensé tout simplement de ce tout nouveau circuit? Que du bien. Écoute Patrick, je crois comme la majorité d'ailleurs des pilotes, on sait bien il y avait beaucoup de poussière, c'est normal, c'était un nouveau tracé qui a été terminé au dernier moment, mais au plan justement du dessin, et là il faut rendre hommage à Hermann Tilke, qui est le grand, on le sait, le grand ordonnateur, le grand décidateur, celui qui a le label de Bernie Ecclestone depuis maintenant de nombreuses années, une quinzaine d'années environ. Il a un vrai cabinet de design, on dit qu'il y a 300, 350 personnes qui travailleraient pour lui. En tout cas là, il a extrait peut-être le meilleur de tout ce qu'il avait fait ailleurs ou de tout ce qui existait ailleurs en fonction naturellement de la topographie des lieux. Et on a eu un circuit d'abord vallonné, et ça c'est toujours un facteur évidemment de spectacle supplémentaire et un facteur donc de difficulté de trajectoire et de vitesse d'entrée. On a retrouvé un spoon, il faut bien le dire, c'est-à-dire la fameuse cuillère de Suzuka, mais à l'envers, elle est à droite. Alors si on doit faire une comparaison, et avec les vues aériennes, eh bien, on comprend très bien de quoi il s'agit. C'est vraiment une très belle cuillère que les pilotes abordent à 240 km/h. À un moment, on va autour de 200 et on en ressort à 220, donc tu vois un peu la difficulté. Ensuite, on a trouvé des virages masqués, donc là on se retrouve un petit peu à Spa. Certains ont osé parler du raidillon, moi je n'irai pas jusque-là, mais on retrouve quand même des caractéristiques extrêmement difficiles, des capacités de dépasser parce qu'il y avait 2 zones de DRS. Bref, moi je suis enthousiaste, disons-le, pour une première, c'était formidable, à la réserve près, la réserve près qui concerne naturellement l'adhérence des premiers tours, mais oui. Le circuit va se faire. Voilà. Et c'est fait d'ailleurs tout au long du week-end. Absolument. Et l'environnement peut-être général, où là aussi on sait bien qu'il y a des choses à terminer. Ceux qui étaient sur place là-bas se sont plaints de quelques détails, mais tout ça va se résoudre. Et je crois que c'est une très belle fierté pour les Indiens, ceux du monde de la Formule 1 et tous ceux qui ont contribué. Et le tout financé par des fonds privés, j'insiste lourdement, le JP Group, qui a investi environ 300 millions de dollars pour faire ça. C'est remarquable. Si on pouvait avoir la même chose en France, ça y est, je l'ai dit. Voilà, mais non, mais tu as raison, et il faut le dire, parce qu'il y a quand même, il y a toujours la polémique sur certains grands prix comme la Corée. C'est vrai que franchement, entre Manicourt et le circuit en Corée, il n'y a pas quoi avoir honte de Manicourt dans ce cas-là. Bernie disait toujours, et les Anglais disaient in the middle of nowhere. Bon, là, c'est du grand n'importe quoi. In the middle of nowhere, on y va depuis le début de la saison à plein d'endroits. Donc, OK, quand on veut de toute façon noyer son chien, on dit qu'il a la rage. On connaît l'histoire. Dernier point quand même important aussi par rapport à ce Grand Prix et cette organisation, c'est qu'enfin aussi, on a trouvé du public dans ces pays-là. C'est important. Moi, ça m'a impressionné quand même de voir du monde, alors que, encore une fois, que ce soit Bahreïn, que ce soit même à Abu Dhabi, que ce soit en Corée, que ce soit en Chine, le public, on le cherche. En général, on le trouve parce qu'on les voit facilement. Le problème, là aussi, je crois qu'il faut que la Formule 1, mais d'un autre côté, on sait très bien que les organisateurs n'ont qu'une seule manière de gagner de l'argent, entre guillemets, ou d'essayer d'en perdre moins, ce sont les entrées du public. Alors évidemment, les tickets sont très chers. Là, je crois qu'en Inde, justement, on les a mis à un prix, on va oser dire raisonnable, même s'il était élevé. Donc le corollaire de tout ça, c'est qu'une bonne partie du public, et on rappelle que c'est sur les 1,2 milliard d'Indiens qui peuplent le pays, il y a environ 300 millions d'Indiens qui ont le même niveau de vie que le nôtre en Europe. Donc ces gens-là, ils ont les moyens de se payer des bons billets, d'aller voir un spectacle et une course aussi intéressante que celle-là. Donc c'est une réussite pratiquement sur tous les niveaux. Il y a encore des ajustements à faire, mais encore une fois, pour une première, je crois qu'il y a beaucoup de pays qui signeraient dès demain pour avoir un tel résultat. Dès aujourd'hui même. Alors, on va justement en arriver sur le plan sportif. Vous avez pu suivre sur notre partenaire f1-direct.com le live tout au long du week-end. Un homme, encore une fois, et c'est vrai que parfois les gens disent « c'est toujours un peu le même ». Mais oui, mais c'est lui qui a dominé de la tête et des épaules encore ce Grand Prix, c'est Sébastien Vettel, la pole, le record du Tour, le Grand Prix remporté du premier jusqu'au dernier tour, il bat tous les records, enfin il est intouchable. Et record du Tour dans le dernier tour, ce qui doit, histoire d'enfoncer un petit peu le clou. Non, je crois qu'on a affaire, on le dit à chaque fois, pour
pas justifier, mais expliquer un pilote d'exception. Moi, je ne voudrais surtout pas que les victoires de Vettel soient comparées, je le dis depuis longtemps, et particulièrement ici, entre nous sur le débriefing, soient comparées à celles de Schumacher. Pourquoi? Alors attention, loin de moi l'idée de dire que toutes les victoires de Schumacher, il ne les méritait pas ou il ne les a pas acquises de haute lutte. Mais une bonne partie, oui, bien sûr, il avait la meilleure voiture, il avait la meilleure écurie, il avait des équipiers qui se couchaient devant lui. Ça n'est pas le cas de Mark Webber. Mark Webber qui rêverait de remporter une victoire avant la fin de la saison, qui se bat pour être deuxième au championnat du monde, donc vice-champion du monde, et qui, pour le moment, ça n'en prend pas le chemin parce que Button est plus fort que lui. Donc là, on mesure à quel point, et je vais rendre un hommage appuyé à Sébastien Bourdet avec du recul, parce que Bourdet a côtoyé chez Toro Rosso Sébastien Vettel, et on voit à quel point Vettel est un champion d'exception, c'est un pilote exceptionnel, c'est un homme exceptionnel, parce que même dans la joie de la victoire, il n'a pas oublié de dire « oui, mais je suis peiné parce que j'ai perdu des gens que je respectais, Dan Weldon, Marco Simoncelli ». Enfin, même dans la joie de la victoire, après un Grand Prix parfait, il a su rendre hommage, et on sait que c'est pas fin, il est humain. Moi, c'est un type remarquablement attachant, et l'ère Vettel, ce sera quelque chose, croyez-moi. Alors maintenant, il faut avoir la machine, hein, on sait très bien, et je le souhaite de tout cœur, que Ferrari remonte au niveau de Red Bull. Ils n'en sont pas loin, on le voit en course. Et également McLaren, ils n'en sont pas loin non plus, on le voit, avec un Button qui n'a jamais été à plus de 8 secondes de Vettel, donc c'est tout dire. Effectivement, derrière lui, derrière l'intouchable, continue la bagarre pour la deuxième place au niveau du championnat. Et je dirais presque encore une fois, c'est Jenson Button qui s'en tire le mieux. Encore une fois, même si ça n'a pas été comme cela le Grand Prix d'avant en Corée, il n'empêche que là, pratiquement là aussi depuis le début du week-end, on sent qu'il est présent à chaque séance d'essai. Séance d'essai libre, il était là parmi les meilleurs temps également. Et il est on ne peut plus présent dans les rétros des pilotes Red Bull. Et puis, on va aussi en venir à ce départ qui a été vraiment primordial à plus d'un titre pour Vettel, pour Webber quelque part aussi, hein, ce départ. Et qui a très bien réussi également à Jenson Button. Il serait passé de toute manière, sur la durée de la course, il serait passé Button, parce qu'on le dit, on le souligne à chaque fois, il est presque au niveau de Vettel dans l'exploitation des pneumatiques, c'est-à-dire dans le choix d'une stratégie, dans le réglage de sa machine pour la course. Alors évidemment, en essai, il est un tout petit peu moins rapide, encore que, mais il est un tout petit peu moins rapide peut-être notamment qu'Hamilton. On rappelle qu'Hamilton avait signé le deuxième temps, mais Hamilton a été rétrogradé justement à cause d'une histoire de drapeau jaune le vendredi, justifiée d'ailleurs, hein, il n'a pas contesté du tout, il n'a pas été le seul, c'était le cas de Sergio Pérez également. Mais bon, en course, eh bien Button prend un départ excellent, et là du coup, se propulse au deuxième rang, et alors là pour le décrocher, bonjour, même si effectivement à un moment on a vu Alonso faire illusion dans le bon sens du terme, hein, parce qu'Alonso c'est pareil, c'est un combattant remarquable, mais quand on arrive à la fin de la course, eh bien il est quand même à 24 secondes, alors que Button qui a laissé filer sur la fin est à 8 secondes, et il passe tout le Grand Prix à 3, 4, 5 secondes de Vettel. C'est un pilote remarquable Button, je crois qu'on le découvre, peut-être même au sein de son écurie, en tout cas il a pris le pas sur Hamilton, c'est très clair, qui, tu vas sûrement m'en parler, multiplie un petit peu les actions un peu limites, même si, et je l'ai dit tout de suite, moi aussi en direct sur RMC, c'est plus la faute de Massa, de mon point de vue, que la faute d'Hamilton. Mais bon, en tout cas, les deux se sont retrouvés, et malheureusement pas pour le meilleur. C'est vrai, encore une fois, alors qu'apparemment, d'après ce qu'il a dit, Lewis Hamilton avait essayé de mettre un petit peu d'huile, d'humanité, avec la minute de silence, en prenant... Dédié à Dan Weldon et à Marco Simoncelli. Il avait pris par les épaules Felipe Massa, lui avait souhaité bonne course. Bon, il n'empêche qu'effectivement, les deux se sont encore accrochés. Ouais. Ça fait plusieurs Grands Prix qui se battent. Ah, mais la liste est longue, un Spa, etc. Oui, bien sûr. Voilà. Et cette fois-ci, on peut comprendre quand même que la réaction des commissaires et de Johnny Herbert, qui officiait là-bas, soit plutôt en faveur de Lewis Hamilton, parce que c'est vrai qu'on le voit bien, le petit regard dans le rétro de Massa. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Bon, il mettait une pression sur Massa qui était terrible. Il savait naturellement, Hamilton, que Massa n'allait pas lui faciliter la tâche. Et là, il y a eu effectivement une ouverture à gauche, à plus de 200 km/h, dans l'entrée d'une cassure à gauche. Alors c'est vrai que Hamilton, il ne fait pas trop de cadeaux à Massa non plus, parce qu'à cet endroit-là, avec, comme on dit, les marbles, avec les boules de gomme à l'extérieur de la trajectoire et la poussière, Massa se dit aussi, si jamais, à plus de 200, je sors de la trajectoire, je risque de terminer dehors. Donc,
il se rabat comme si Hamilton n'était pas là. Or, Hamilton est là. Il a déjà à peu près 2/3 de voiture. En tout cas, bon, moi, il me semblait bien que c'était plus la faute de Massa, on va dire, comme dans un accident de la route, que celle d'Hamilton. Les commissaires ont abondé dans ce sens-là. Je crois que ça ne va pas, évidemment, améliorer leur relation. Et je crois que c'est surtout dans la tête, tant de Massa, qui est peut-être quand même en délicatesse chez Ferrari, que d'Hamilton. Je ne dirais pas qu'il est en délicatesse chez McLaren, mais je dirais qu'on se pose des questions quand on voit la sérénité de Button. Et le meilleur ennemi, tu sais très bien, d'un pilote, c'est toujours son équipier. C'est vrai. Alors, Hamilton évoque, bon, évidemment, quelques soucis vie privée pour peut-être un petit peu. Oui, mais quand on met le casque et qu'on ferme la visière, c'est terminé. Voilà. Bon, sauf qu'à un moment donné, on l'a connu effectivement plus serein, avec des réactions plus à propos. Bon, c'est vrai que là, en revanche, moi, je vais juste dire. J'ai bien aimé quand même l'attaque dans une portion gauche à 200 km/h dans la poussière. Ça, quand même, faut oser. C'était couillu, allons-y carrément. Voilà, c'était courageux couillu, et c'était couillu. Il fallait y aller. C'est du Hamilton tout craché. On aime bien ça quand bien même. Bien sûr qu'on adore ça. C'est dommage que ça se termine encore par les deux voitures qui s'accrochent. Moi, j'aimerais, puisqu'on était en Inde, faire un petit passage du côté de Force India. Vijay Mallya était assez ému qu'il y ait ce Grand Prix à domicile. On a essayé de le réussir le mieux possible. Après tout, il y a une voiture avec Sutil qui a pas mal joué quand même. C'est vrai que c'est important pour eux aussi. C'est très important et je crois que Vijay Mallya, il dit c'est 15 ans de travail. Depuis 15 ans, il a essayé de faire en sorte qu'un Grand Prix soit organisé dans son pays, l'Inde qui le mérite et qui, encore une fois, vient de le démontrer. Donc c'était quelque part une récompense, une fierté pour une écurie de surcroît qui s'appelle quand même Force India. Ça, c'est quand même très clair. Le message, il est planétaire, j'ose dire. Même s'il a dû céder, on le sait, une quarantaine de % des parts de la société à un groupe indien d'ailleurs qui s'appelle Sahara, pour des raisons strictement financières, eh bien ça reste l'écurie indienne. Alors d'ailleurs, on discute pour le moment de la reconduction ou non-reconduction des contrats de Di Resta et de Sutil. Réponse à la fin de l'année. Maintenant, Vijay Mallya a dit on attend la fin du championnat, donc on attend le mois de décembre. On sait également qu'il y a un certain Nico Hülkenberg qui traîne un peu dans le coin. Enfin, on sait qu'on va redéfinir la ligne de pilote peut-être. Et Paul Di Resta qui a été bon à un moment, qui déçoit un tout petit peu peut-être maintenant. Enfin bon, voilà, pour cette écurie indienne. Tu vas peut-être me parler de Ferrari aussi, non? Ferrari, oui, parce qu'Alonso, il s'est réveillé en fin de course quand même, et il est allé chercher Weber. Weber qui a essayé de revenir en fin de course. Je dirais pas ça, si tu me permets. Je dirais pas qu'il s'est réveillé. Je dirais que le rendement de sa monoplace et pareil, le choix pneumatique et la stratégie utilisée a été tel qu'il a pu, grâce au dernier changement de pneumatique, prendre l'avantage sur Weber et le maintenir derrière, ce qui n'était pas évident. Parce que je pense malgré tout que globalement, et Vettel l'a démontré, le potentiel donc était meilleur pour la Red Bull de Weber que pour la Ferrari d'Alonso. Mais c'est en pneu dur. Mais c'est vraiment le talent d'Alonso qui fait la différence. Et moi, je pense que ce type-là, c'est vraiment, il ne lâche rien. C'est vraiment une teigne en course, dans le bon sens du terme, comme Schumacher, puisque voilà, comme ça, Schumacher, en course, qui, à la faveur également du dernier arrêt au stand, prend l'avantage sur Rosberg. Et là, Rosberg a dit, ouais, là, c'est du beau boulot. Bon, on a mieux travaillé, mais là, ces deux-là, les deux, un septuple champion du monde et un double champion du monde, ont fait un boulot remarquable en course. Voilà. C'est vrai. Alors, il nous reste peu de temps, mais moi, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur Toro Rosso avec un Alguersuari qui se réveille aussi au bon moment. Parce qu'on le sait, Jean-Luc, et tu vas peut-être l'évoquer pour terminer, il y a l'arrivée de Romain Grosjean en tant que pilote, événement très important pour nous, très Français. Important pour nous, qui va faire les 2 derniers Grands Prix le vendredi matin. Absolument, chez LRGP, à la place de Senna d'abord et de Petrov après. Voilà. Il y a la reconduction aussi de Jean-Éric Vergne, justement, pour ces 2 derniers Grands Prix, également le vendredi au sein de Toro Rosso. Tout cela, ça a réveillé quelques ambitions, ça a réveillé quelques pilotes. Et oui, tu sais, de toute manière, malheureusement, on est tous humains et les pilotes aussi. C'est-à-dire que quand tu mets la barre, quand tu mets la menace, quand tu laisses planer la menace de ne pas conserver ton baquet en 2012, et c'est bien le cas entre Buemi et Alguersuari, comme par hasard, je dois dire quand même, quand la menace est devenue très précise, qu'on a compris que peut-être, et lui aussi, Daniel Ricciardo ne répondait pas à tous les espoirs de Toro Rosso et du groupe Red Bull en le plaçant chez HRT, parce qu'il ne fait pas beaucoup mieux ou plutôt moins
bien que son équipier. Eh bien, Jean-Éric Vergne, Jev, et tant mieux, c'est encore un pilote français qui, lui, doit faire du très bon boulot, tu viens de le dire, dans les 2 derniers Grands Prix et dans les essais d'Abu Dhabi. Et bien, du coup, on sait qu'un des deux doit sauter, a priori, de Buemi et d'Alguerçari. C'est pas écrit comme ça, mais presque. Et a priori, Alguerçari, tu l'as souligné, est en train de prendre le pas sur Buemi, qui n'a pas eu de chance. Hein. C'est un problème mécanique. Mais en attendant, Alguerçari a plus de réussite. Il est tout jeune, il a un potentiel plus important. Et je pense que c'est Buemi qui doit commencer à gamberger, comme on dit. Et Romain Grosjean, donc Romain Grosjean, c'est génial. Écoute, pour nous, c'est génial. Je crois que ce n'est pas le même garçon et ce n'est pas le même pilote que celui qu'on a connu en 2009. Ça, on le sait bien, il le dit lui-même. Il a mûri, il a compris. Et là, à mon avis, il ne laissera pas passer sa chance. Et je souhaite de tout cœur que, évidemment, la décision au sein de l'RGP soit de le mettre. Alors, tant pis, malheureusement, pour Bruno Senna ou pour Vitaly Petrov, mais on sait que c'est plutôt Bruno qui est exposé. Parce que Petrov, il est là depuis 2 saisons maintenant. Et puis, il a des gros commanditaires. Et puis, il y a le Grand Prix de Russie. Donc, moi, je vois bien, évidemment, l'an prochain. Et je ne vais pas dire que je le souhaite parce que j'aime bien Bruno Senna qui est un type adorable, mais bon, malheureusement, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si c'est pour permettre à Grosjean d'être sur une grille de départ, allons-y. Et tant pis pour Buemi, si c'est pour permettre à Jeff d'être sur... Et n'oublions pas Jules Bianchi. Voilà, et puis on dit peut-être une annonce pour Charles Pic. Alors moi, je me méfie des effets d'annonce aussi. On attend l'annonce et après on en parlera. Ben voilà, il n'y a pas mieux. Comme conclusion, on vous rappelle donc f1-direct.com pour suivre le live F1 tout au long du week-end. Et puis nous, notre prochain rendez-vous, bien sûr, avec le Grand Prix d'Abu Dhabi. Salut à tous. Salut à tous.